En Ukraine, les villes de Kramatorsk et Sloviansk massivement bombardées ces dernières 24 heures. Les militaires russes poursuivent leur plan de conquête totale du Donbass. Joe Biden est arrivé en Israël, première étape de son voyage au Moyen-Orient. Ce jeudi, il doit s'entretenir avec les dirigeants israéliens, notamment sur le dossier brûlant du nucléaire iranien. Le sud de l'Europe, toujours en proie aux flammes, au Portugal, en Espagne, en France ou encore en Croatie, de nombreux incendies sont toujours hors de contrôle. Elles étaient considérées comme les prochaines cibles des militaires russes dans leur plan de conquête totale du Donbass. Les villes de Kramatorsk et Sloviansk, encore sous contrôle ukrainien, ont été massivement bombardées ces dernières 24 heures. Dans le sud, des missiles russes se sont abattus en nombre sur Mykolaïv. Les autorités ukrainiennes rapportent au moins 5 personnes tuées. Dans cette région, les forces de Kiev intensifient leurs actions pour tenter de reconquérir davantage de territoire. Les habitants se serrent les coudes. Depuis le début de la guerre, les gens ont tissé des liens. Dans mon village, ils sont devenus plus proches les uns des autres. Ils s'entraident. Même ceux qui étaient brouillés demandent comment ils peuvent aider. De son côté, le ministère russe de la Défense affirme que l'Ukraine a subi des pertes importantes. Il rapporte que des missiles aériens de haute précision auraient tué plus de 350 soldats ukrainiens. Les forces russes auraient également mis la main sur un gros stock d'équipements militaires des forces ukrainiennes. Des informations rejetées en bloc par Kiev qui dénoncent de la propagande. L'Ukraine est toujours et encore soutenue par les Occidentaux. Ce mercredi, dans une déclaration commune, une quarantaine de pays, dont les États-Unis, les membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni et des États asiatiques, ont réclamé à la Russie d'arrêter immédiatement ses opérations militaires en Ukraine. Il s'agit de sa première tournée au Moyen-Orient depuis qu'il a été élu président des États-Unis. Joe Biden est arrivé en Israël où il va multiplier les échanges avec les dirigeants israéliens et aborder notamment le sujet brûlant du nucléaire iranien. Sujet sur lequel Joe Biden s'était déjà exprimé lors d'une interview avant son voyage. La seule chose qui soit pire que l'Iran actuel est un Iran doté d'armes nucléaires. Et si nous le pouvons, nous devons revenir à l'accord de 2015 et le tenir fermement. Je pense que le dernier président a commis une erreur gigantesque en se retirant de cet accord. Les Iraniens sont plus proches de l'arme nucléaire aujourd'hui qu'ils ne l'étaient auparavant. Nous pouvons agir contre cela avec un accord qui peut limiter leur programme. Le dernier président en question, c'est Donald Trump qui a sabordé le dit accord en 2018 pour rétablir des sanctions contre Téhéran dans le cadre d'une campagne dite de pression maximale contre l'Iran. Israël craint non seulement de voir son ennemi iranien se doter de l'arme nucléaire, ce que nie Téhéran, mais aussi que la levée des sanctions regarnisse les coffres de la République islamique, ce qui augmenterait alors, selon l'État hébreu, le soutien de Téhéran à ses alliés dans la région, notamment le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien. Ce jeudi, Joe Biden devrait signer un texte scellant la coopération des États-Unis et de l'État hébreu. Ce document, baptisé seulement par Israël Déclaration de Jérusalem, doit, selon un haut responsable israélien, exprimer une position très claire et unie contre l'Iran, son programme nucléaire et son agression à travers la région. Fin de citation. De nombreux incendies sévissent toujours dans le sud de l'Europe. 3 importants foyers continuent de mobiliser quelques 1500 pompiers dans le centre du Portugal. Mais l'attention des secours se porte aussi sur des incendies qui font rage à Palmela, à une 50aine de kilomètres au sud de Lisbonne et près de Faro, capitale de la très touristique région de l'Algarve dans le sud. En Espagne, l'incendie qui s'est déclaré le 11 juillet dernier près de la ville de Las Mestas en Estrémadure et qui a traversé la province de Salamanque est toujours hors de contrôle. Selon les autorités locales, 200 membres de l'unité militaire d'urgence travaillent à l'extinction de cet incendie avec l'aide de 9 unités aériennes et de 8 bulldozers. Au total, plus de 400 personnes ont été évacuées. La France n'est pas épargnée. 2 incendies alimentés par une végétation sèche, notamment les sous-bois, ont ravagé depuis mardi après-midi 2700 hectares de pins dans la région de Bordeaux, dans le sud-ouest du pays, dont plus d'1 millier à Landira, une zone peu habitée située à une 40aine de kilomètres de Bordeaux. Enfin, en Croatie, le feu de forêt en cours à Satonne, non loin de Dubrovnik, a détruit une 20aine de maisons. Environ 150 pompiers appuyés par des Canadair luttent actuellement contre les flammes. Près d'une 30aine de soldats du feu s'activent aussi dans le comté de Šibenik-Knin pour maîtriser un incendie près de la ville de Rasina.
Rishi Sunak et Penny Mordaunt sont désormais en tête dans la course à la succession de Boris Johnson pour diriger les Tories et s'installer au 10 Downing Street. L'ex-ministre des Finances a remporté le premier tour de vote des députés conservateurs qui lui ont accordé 88 voix, soit 21 de plus qu'à la secrétaire d'État au commerce international. En tout, 6 prétendants au poste de Premier ministre restent en course, dont l'actuel ministre des Affaires étrangères Liz Truss, arrivée en 3e position de ce premier tour de scrutin. Un autre vote aura lieu ce jeudi et l'objectif est de désigner 2 finalistes avant la fin de la semaine prochaine. Le camp Johnson soutient Liz Truss et concentre ses critiques sur Rishi Sunak, accusé par certains d'être socialiste. Penny Mordaunt est néanmoins favorite des pronostics. Selon un sondage YouGov, une majorité des électeurs conservateurs la choisirait, elle, face à n'importe quel de ses adversaires. L'eau minérale de Prolom est exportée tous les jours à travers la Serbie et même à l'étranger. Et pourtant, dans le village, les habitants attendent depuis plus de 50 ans qu'on installe l'eau courante dans leur maison. À 68 ans, Dragoljub Stojkovic va tous les jours se ravitailler en eau à la fontaine de l'hôtel. On récupère de l'eau potable pour la boire ou cuisiner et on a accès à de l'eau non potable sur la route. Comment faites-vous pour vous laver? On réchauffe de l'eau au soleil pour ceux qui ont accès à l'eau technique, mais moi je n'en ai pas. Lili Jankowski habite elle aussi Prolom et pour avoir de l'eau au robinet, elle collecte l'eau de pluie dans un réservoir et se félicite d'avoir investi dans une pompe pour les besoins quotidiens. Ce compresseur a sauvé ma vie. Il est bruyant, vous l'entendez, et l'hiver, je n'ai pas d'eau pendant des jours et des jours quand il gèle. Mais c'est le seul moyen d'avoir de l'eau à la maison. L'hôtel de Prolom a l'eau courante, les canalisations pour l'établissement ont été installées alors que les 200 maisons du village se vident peu à peu. Les allers-retours pour aller chercher de l'eau épuisent les plus âgés qui finissent par se résigner et quitter Prolom. Raymond Depardon, légende vivante de la photographie mondiale, membre éminent de l'agence de presse Magnum, a parcouru tous les continents, armé de son Leica. Il était à Lyon, invité par l'Institut Lumière pour 2 expositions qui lui sont consacrées cet été à Lyon. L'une sur la ville de Glasgow et l'autre sur les paysages désertiques qui l'ont depuis longtemps fasciné. J'ai été très longtemps photographe de presse, j'ai beaucoup voyagé, puis aussi j'essaye un peu de faire des choses un peu, non pas pour moi, mais essayer de faire des choses où je confronte un peu à des choses différentes. Le voyage, voilà, une atmosphère, l'errance. Errance, des clichés en noir et blanc, pris dans le monde entier, avec cet œil incroyable qui fait de Depardon l'un des maîtres de l'art documentaire et de la photographie. Un sens inné de la perspective, servi par des tirages particulièrement travaillés pour fixer le maximum de lumière. Je dis souvent, moi, qu'une journée est magnifique quand on voit l'horizon. Donc voilà, on a besoin de voir l'horizon. Donc j'avais besoin d'aller me confronter à l'horizon, de voir qu'est-ce que j'allais rapporter. Pas forcément de raconter une histoire, mais seulement de voir la lumière. Le public était venu nombreux pour faire signer livres et affiches. Son exposition Glasgow est issue d'un reportage commandé par le Sunday Times au début des années 80, mais qui n'avait jamais été publié. On me demande voilà, de faire un reportage sur Glasgow, une ville industrielle comme ça du nord de l'Écosse. Et puis je marche, je rentre d'Afrique. C'est quelque chose qui est complètement à l'opposé de mon monde. Et moi, je suis fasciné par ces gens, bien sûr. Et comme ça, la lumière, les couleurs, cette ville industrielle, comme ça. C'était l'époque Thatcher. Ces photos sont un témoignage saisissant sur un pays touché de plein fouet par la crise et qui continue à vivre malgré tout. Raymond Depardon est l'auteur d'une centaine d'ouvrages et de films qui sont autant de témoignages de notre époque à voir à Lyon jusqu'au 28 août.